Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Que retenir du 30e sommet de l'Union africaine qui a pris fin ce 29 janvier 2018 à Addis Abeba, en Éthiopie. Alors, il était considéré ce sommet comme celui qui lancera les grandes réformes de l'organisation continentale. Et un homme incarne désormais ces réformes. Il s'appelle Paul Kagame, le président du Rwanda. Il veut une Union africaine économiquement indépendante, politiquement efficace, qui garantisse à tous les Africains une libre circulation. Seulement voilà, des réticences existent, des obstacles aussi. Alors quelles sont les chances que nous avons d'avoir ces réformes, de voir ces réformes aboutir? Trois invités avec moi pour en parler. Emmanuel Okamba, vous êtes professeur d'université, vous enseignez les sciences de gestion à l'université de Marne-la-Vallée en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard. Pour une première fois, je reçois dans Politicien un prêtre catholique, Abbé Marcel Etouamina, prêtre et citoyen à part entière. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous en prie. Moustapha Dramé, vous êtes consultant en communication. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonne et heureuse année à tous. Merci, vœux réciproques. Alors, quels sont les grands chantiers de l'Union africaine? Qu'est-ce qui va véritablement changer dans les années à venir? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il est signé Aïssatou Beslan Diamanka. Des réformes institutionnelles, mais aussi stratégiques, ce sont des bases sur lesquelles l'Union africaine se penche pour se réorganiser et devenir plus efficace. Depuis sa création en 2002, l'institution est non seulement critiquée par ses lourdeurs bureaucratiques, mais surtout par sa dépendance financière assurée à hauteur de 73% par des bailleurs internationaux, à savoir l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Banque mondiale. Une aide financière qui a plongé l'organisation dans un assistanat que les chefs d'État et de gouvernement dénoncent aujourd'hui. Ils souhaitent s'affranchir de ses partenaires habituels pour une indépendance africaine financière affirmée. Zoom sur un processus financier discutable. Le 18 juillet 2016, lors du sommet de l'Union à Kigali au Rwanda, la commission des chefs d'État ont adopté le principe d'une taxe de 0,2% sur les exportations de produits non africains pour l'ensemble des 55 pays membres, à l'exception de certains biens de première nécessité dont la liste reste cependant à être précisée. L'application de cette nouvelle mesure permettra de financer l'Union à hauteur de près de 970 millions d'euros. À ce jour, 10 États seulement, dont la Côte d'Ivoire et la Guinée, parmi les 55 États, ont déjà adopté la mesure. Celui que ses pairs appellent le réformateur, le président rwandais Paul Kagame, est à l'origine de cette taxe. Une autre étape décisive que notre organisation doit franchir concerne la décision relative au nouveau mécanisme de financement de notre Union. Il est indispensable de poursuivre sa mise en œuvre, car il s'agit du moyen le plus sûr pour nous de résorber le déficit budgétaire chronique de notre organisation. Nous sommes très heureux de constater que l'ensemble des chefs d'État adhèrent à la nécessité de réformer notre organisation, adhèrent à la nécessité de doter notre organisation d'une autonomie financière, car nous ne pouvons pas vouloir parler d'une seule voix et défendre les problèmes africains si nous dépendons du financement extérieur. L'objectif premier de l'organisation panafricaine est de couper le cordon ombilical et de prendre son envol financier de manière digne et responsable. Si dans leur grande majorité, les États africains y sont favorables, d'autres pays, pour des raisons propres à leur structure économique, hésitent encore. C'est le cas notamment de l'Afrique du Sud, de l'Angola et de l'Égypte, de vrais poids lourds qui ne veulent pas contrarier sans doute leurs partenaires commerciaux non africains. La taxe peut être efficace. En réalité, c'est de la technique. Là, c'est de la technique. Nous, on dit, on a besoin de tant d'argent. Comment est-ce qu'on apporte cet argent? Moi, je pense que cette taxe est une facilité. C'est une facilité. Je dirais en plus que c'est une taxe sur les importations, c'est-à-dire sur les produits non africains. Je pense que quand on dit ça, on dit en même temps qu'on n'a pas envie de se faire mal pour faire construire quelque chose de commun. J'aurais préféré que les sommes à apporter à l'Union africaine
soient des sommes dont les États décident qu'ils les prennent dans leur budget. Avec la réticence de certains États, il va falloir attendre avant de voir la mesure d'autofinancement entrer en vigueur pour enfin s'affranchir définitivement des bailleurs internationaux. Le nombre toujours croissant d'États qui appliquent la taxe des 0,2% sur les importations éligibles en est la preuve éclatante, tout comme le sont les contributions sans précédent faites au Fonds de la paix. Ai-je besoin de rappeler qu'à la phase où nous nous trouvons désormais, nous n'avons plus que deux choix. Avancer résolument dans la mise en œuvre de la réforme ou laisser la voie à un échec, un de plus, dont les conséquences entameront gravement l'image et la crédibilité du précieux outil d'unité, de libération, d'intégration, de développement et de démocratie qu'est l'Union africaine. À noter qu'en 2017, le budget de l'organisation s'est levé à 781 millions de dollars. Celui de 2018 est estimé à près de 800 millions de dollars, un budget qui dépend à plus de 80% de la contribution des bailleurs extérieurs. Moustapha Dramé, je vais paraître peut-être un peu optimiste, mais on sent que quelque chose prend corps, que quelque chose prend forme là. On va dire quoi? Que enfin, les chefs d'État du continent ont compris la nécessité qu'il y a d'accélérer l'intégration du continent et surtout de faire respecter l'organisation continentale. Très bien, Richard. Effectivement, il y a un vent qui souffle. Oui. Mais n'avait-il pas soufflé déjà sur d'autres slogans, d'autres propositions dans le passé et qui nous ont laissés sur notre faim? Là est le problème. Mais prendre conscience qu'il est temps maintenant que la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur devrait s'arrêter là, parce que sinon nos économies n'ont aucune chance d'aller ailleurs, c'est-à-dire rejoindre les pays en mouvement, oui, les pays en développement. Prendre cette conscience, c'est déjà bien. Le problème qui se pose, c'est que l'Afrique a, grosso modo, toujours été dépendante de l'extérieur depuis les missionnaires sur le plan financier. Oui. On ne va pas revenir sur l'impact du CFA. Pas du tout. Mais on a été toujours dépendant de l'extérieur sur le plan financier. Comment, par quelles mesures institutionnelles et stratégiques pourrions-nous arriver à nous détacher de ce financement de façon à avoir cet autofinancement et avancer ensemble? C'est les deux choses l'une. Ou bien chaque pays de l'Union africaine régule son économie de façon à permettre au budget alloué aux importations et aux recettes des exportations d'être dans un équilibre, ou alors, dans ces conditions-là, de façon unilatérale, oui, la mise en place de cette taxe risque d'être très difficile et, je dirais même, à court terme. Vous dites un vent souffle et à travers vos propos, on sent votre crainte de voir ce vent chuter. C'est bien en substance ce que vous dites. On verra au cours de l'émission s'il n'y a pas d'éléments objectifs qui poussent effectivement à l'espoir. Professeur Emmanuel Okamba, cette taxe, dite taxe Kaberuka, qui consiste à prélever 0,2% sur des produits importés de l'extérieur, certains produits et pas tous les produits, sur certains produits importés de l'extérieur, c'est une bonne trouvaille pour l'économiste que vous êtes. Je rappelle que vous enseignez les sciences de gestion à l'université. Oui, il faut déjà saluer l'initiative donc des chefs de l'État d'avoir à penser à une solution qui est en dehors des États, des cotisations de l'État, puisque on sait qu'aujourd'hui, il y a à peine 67% de contributions statutaires qui sont recouvrées. C'est vrai. Et qu'à peine 56% des membres sont partiellement ou intégralement défaillants, ne peuvent pas cotiser. Donc, on ne peut pas compter sur la cotisation des États. Ça, c'est une solution qu'il faut mettre de côté. Maintenant, vous dites qu'il faut mettre carrément de côté. Ah oui, oui, puisque on ne pourra pas. C'est impossible de toute façon pour tous les États africains de payer leurs cotisations. Ils ne contribuent pas. Pourquoi vous dites que c'est impossible? Dites-nous très rapidement avant qu'on évoque. Pourquoi c'est impossible? Est-ce que ce n'est pas une question de volonté politique? Il y a aussi une question de volonté politique. Si on savait les uns les autres à quoi peut servir cet instrument qu'on appelle l'unité africaine. D'accord. Voyez, d'accord. C'est déjà un premier problème. OK. Donc, pour revenir à la tasse,
La taxe Quelle appréciation en faites-vous? Est une bonne idée, Oui. seulement qu'elle frappe les achats. Oui, bien sûr. Ça veut dire que les achats deviendront plus chers en Afrique de certains produits. Mais pourquoi la taxe n'a-t-elle pas frappé les exportations et surtout des produits phares de l'Afrique, c'est-à-dire les minerais? Est très intéressant. Moi, dans le cadre des préparatifs de cette émission, je rencontre un économiste européen qui me dit cette taxe Kaberuka, c'est une façon indirecte de continuer à se faire financer par l'extérieur avec le risque effectivement que la taxe sera répercutée sur les prix. Et c'est les populations qui vont en partie, et il me donne l'exemple, vous prenez les médicaments par exemple, si on instaure une taxe sur les médicaments reviendront chers dans les pharmacies. Comment comprendre que effectivement ceux qui ont instauré cette taxe n'aient pas compris cette dimension de la question? Abbé, et toi Milan? Moi, je pense que d'abord l'initiative elle-même est très bonne, mais je me demande, et vous venez de le soulever, quels sont les sous-bassements de cette taxe éventuels? D'accord. Oui, il y a certainement des sous-bassements, que ce soit politique ou d'autres ordres, qui risqueraient d'être un danger. Trouvez-vous? Oui, mais au fond, l'initiative elle-même est bonne. Il faut l'encourager. Moustapha Dramé, on nous apprend que seulement 10 des 55 États membres de l'organisation ont adopté cette taxe. Et Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a dit son espoir ce lundi 29 janvier de voir effectivement les autres pays adopter cette taxe. L'Afrique du Sud, l'Égypte et d'autres pays ont déjà dit leur méfiance par rapport à cette taxe. On va s'attendre à quoi? Qu'elle ne sera jamais finalement adoptée par l'ensemble des États membres du continent? Mais déjà, si nous prenons le cas de l'Égypte et l'Afrique du Sud, leurs principaux partenaires commerciaux actuellement, c'est un peu les États-Unis et la Chine. Donc ce sont des pays qui, l'Égypte par exemple, 50 à 56% d'importation quand même. Donc ce qui veut dire mettre 0,2% sur l'ensemble de ces volumes en masse des importations de l'Égypte, 0,2% sur ces importations, vous voyez ce que ça signifie sur le budget de l'État. Vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, ça va être... Donc en fait, il y a deux écoles. S'il vous plaît. Il y a deux écoles. Il y a des pays qui sont importateurs et grandement importateurs et dont la balance commerciale est déficitaire. Si la balance commerciale est déficitaire, ça veut dire que les importations sont supérieures aux exportations. Dans ces conditions, puisque la balance commerciale est déficitaire, ça agit déjà sur le budget. Vous appliquez 0,2% sur les importations, ça fait quoi? Comme il l'a dit tout à l'heure, le prix de revient des produits va augmenter. C'est qui paye? C'est le consommateur. C'est pour ça que ces pays-là réfléchissent. C'est pour cette raison qu'ils... Mais pour un pays qui est excédentaire dans sa balance commerciale et qui n'importe pas beaucoup, 0,2%, ça ne représente pas grand-chose. Donc ce sont ces deux écoles qui vont s'opposer, qui vont s'opposer en s'opposant et partout. Voilà pourquoi la négociation va être très très difficile. Ceux qui d'ailleurs ont dit tout de suite peut-être où on va le faire, vont certainement réfléchir sur un certain nombre de détails, comme disait tout à l'heure Abbé. Oui, ils vont réfléchir quels sont les effets d'entraînement sur le panier de la ménagère chez moi. Ils vont réfléchir sur ça. Et puis deux autres choses, je finis. Très rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Dans un premier temps, il y a des importateurs de grands groupes industriels. Ces grands groupes industriels, ce sont souvent des lobbying qui jouent avec le budget de l'État, sur la politique de l'État dans nos pays. Donc finalement, ils vont faire pression sur leur État en disant, nous sommes installés ici, les produits qu'on importe, nous, si vous les taxez de plus, il y a ceci et cela, nous ne devons pas accepter. Ils vont faire quoi? Le chantage économique habituel? Bien sûr, comme d'habitude. Bien sûr, comme d'habitude, ils vont faire le même chantage et nos pays, nos États vont céder. Ils vont céder, ils vont dire, on ne va pas perdre quand même de tous les impôts ou tout l'apport financier que nous apportent ces grands groupes, mettre 2% encore, 0,2% sur leur importation. Mais si c'est l'État qui importe, les produits manufacturés par exemple, si c'est l'État qui importe, ça signifie quoi? Soit le budget de l'État le permet,
Dans ce cas-là, on importe, on met la taxe, il n'y a pas de souci, ou le budget de l'État ne le permet pas et on s'endette à nouveau pour payer les 0,2% de taxes supplémentaires. Finalement, il vaut mieux payer ces cotisations traditionnelles plutôt que d'instaurer cette taxe, finalement. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, dites-vous. C'est le serpent qui se mord. Mais je ne suis pas pessimiste, hein, mais seulement. C'est le serpent qui se mord la queue. Emmanuel Okamba, y a-t-il ou peut-il y avoir un plan B? On peut couper la poire en deux. Dites-nous. C'est-à-dire que les pays qui sont excédentaires sur leur balance commerciale supportent la taxe de 2%. Ceux qui ne sont pas... 0,2%, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas excédentaires, en ce moment-là, font un effort sur leur budget. Et qui va superviser tout ça et ces prélèvements? Justement, c'est l'intérêt de la Commission. De la Commission de l'Union africaine. Absolument. Donc, en ce moment-là, la taxe va être payée, non pas sur l'année en cours, mais sur l'exercice, les éléments de l'exercice précédent. Parce que là, on aura déjà des éléments probants pour déterminer l'assiette qui arrange plus ou moins les uns les autres. Vous semblez, en tout cas, au stade actuel, donner plus de pouvoir à la Commission. Quel Nana Abe et Touamina, dites-nous, c'est le président Paul Kagame du Rwanda qui prend le leadership désormais par rapport aux réformes qui vont s'opérer. Le Rwanda, c'est votre voisin, vous êtes de la RDC. Et déjà, les États, les chefs d'État, ses collègues, ses homologues, membres de la SADC, donc de la sous-région, n'aiment pas trop sa méthode militaire. On pense qu'il ne consulte pas assez. Là encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président rwandais dit, moi je n'ai pas le temps, on n'a pas trop de temps au discours, moi je suis pragmatique, je veux atteindre des résultats. On va dire quoi? Qu'il y a déjà des problèmes politiques à la base? C'est pourquoi j'ai parlé de soubassement politique éventuel. C'est bien. Chaque méthode a ses avantages et a aussi ses inconvénients. Oui. Mais moi, mon grand problème, c'est dans l'esprit d'un chacun. D'accord. Parce que il ne faut pas qu'on en aille là tout simplement pour viser plus ses intérêts à lui au détriment des autres. Bien sûr, chacun défend ses intérêts, mais de façon honnête. Alors, je crains que là-dedans, une malhonnêteté qui semble déjà se révéler. Vous avez parlé de voisinage. Et qui risque, dites-vous, de plomber l'appareil. De prendre le dessus et de plomber l'appareil. Alors, au 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, on n'a pas parlé que de la taxe Kaberuka, on a parlé aussi de l'immigration, de la sécurité, du règlement des conflits. On a surtout parlé de la corruption. Et les États africains se sont engagés à lutter contre le phénomène. Mais comment doit-on imaginer cette lutte pour enrayer ce phénomène qui plombe l'économie du continent? On en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.